Comment protéger les enfants des dangers d'Internet? Question au centre de la rencontre à Abidjan des 15 pays membres de la CEDEAO. La Turquie approuve le renforcement des pouvoirs du président Erdogan, plus de 50% des suffrages. Dans ce journal, les détails de cette réforme constitutionnelle. Enfin, 17 avril 1961 à Cuba, il y a 56 ans que se déroulait le débarquement dans la baie des Cochons, opération visant à renverser le régime de Fidel Castro. Bonsoir et merci de suivre RTI2. Internet, un outil de communication indispensable, mais il y a aussi sur la toile des sites qui ne sont pas pour les enfants, notamment les portails pornographiques. Il faut donc les protéger des dangers d'Internet. Les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engagent aujourd'hui à assurer la protection des mineurs contre les dangers du web. L'Internet est devenu ces dernières décennies un des moyens de communication les plus efficaces dans le monde. Il est très utilisé en Côte d'Ivoire. Cette autre façon de s'informer en s'ouvrant au monde permet également de se divertir. Une utilisation qui n'est pas sans conséquences pour les usagers. C'est pour protéger les enfants contre les effets néfastes liés à cet outil de communication, entre autres la cybercriminalité, la radicalisation religieuse ou encore l'accès facile aux films pornographiques, que cet atelier se tient. Un cadre de validation du projet pilote de la CEDEAO sur la protection des enfants en ligne. La protection que nous voulons mener, c'est sur deux plans. Non seulement les empêcher d'avoir accès à des contenus malsains et dans un deuxième temps, les former et les responsabiliser. Chaque enfant doit être capable de saisir toutes les opportunités en ligne en toute sécurité. Le Parlement des enfants a été invité à cet atelier-là. L'association des parents d'élèves est associée, c'est tout l'écosystème qui est associé. Ce projet va s'étendre très bientôt sur tout l'espace CEDEAO. Selon les initiateurs, plus de 90% de la population enfantine utiliseront Internet de manière saine, instructive et productive à l'horizon 2025. Voilà des précisions de Éric Goré. Autre information, la jeunesse et plus précisément les adolescents de Côte d'Ivoire sensibilisés à la sexualité responsable. Une bande dessinée gratuite et intitulée Safi et Léo vient d'être publiée. Cet outil de sensibilisation qui comporte une vingtaine de pages veut amener les jeunes à adopter des comportements de prévention. C'est une initiative du Programme national de santé scolaire et universitaire. On fait le point avec Malika Koulibaly. La santé sexuelle et reproductive, un élément important dans le plan de développement des nations. Pour mieux l'intégrer, les acteurs du système éducatif ivoirien et les institutions internationales s'activent. Au nom des efforts déployés, cette bande dessinée, Safi et Léo. Cette bande dessinée donne des conseils aux jeunes, les informations correctes aux jeunes pour qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions en ce qui concerne leur sexualité. En matière d'IST, en matière de VIH, c'est la population la plus vulnérable actuellement partout dans le monde. Et par rapport à ça, tous les partenaires actuels ciblent la santé des adolescents et des jeunes parce que ces jeunes-là, derrière ces grossesses, derrière ces IST et le VIH, derrière ces avortements, ils vont greffer nos indicateurs de santé. Safi et Léo, la première fois, pour montrer comment le premier rapport sexuel peut influencer toute une vie. Un message qui porte déjà ses fruits. C'est vrai qu'il y a des plaisirs, mais les études d'abord. Nous allons primer nos études et ensuite les plaisirs viendront. Les plaisirs ne vont pas finir, ne vont pas partir. Avant Safi et Léo, une Gender Health financée par l'USAID avait déjà produit Asibi et Salifou au Togo pour les mêmes raisons. Après cette cérémonie de lancement, suivra une caravane de promotion de la bande dessinée à travers toute la Côte d'Ivoire.
La Pâque, la résurrection du Christ, a été célébrée hier par les chrétiens du monde entier. La fête se poursuit d'ailleurs ce lundi férié. En Côte d'Ivoire, les réjouissances dans 3 localités ont attiré notre attention ce soir. Il s'agit de Gros-Bono-Dounan dans le département de San Pedro, Yapo, Kwakoukro et Cézénou dans la commune de Boaké. Enfin, le point avec Hervé Blé de RTI 1, Walter Amadou Ouattara et Kwadio Kwame de RTI Boaké. Installé en 1972 dans le département de San Pedro, après avoir été déplacé de l'est du village de Gros-Bono-Dounan dans le département de Béoumi pour la construction du barrage de Kossou, ces populations baoulées ont conservé le rite de la Pakinou. Tôt le matin, les femmes s'activent à la cuisine. Le rendez-vous de ce jour de fête est fixé pour tous à la place publique, avec le sous-préfet de Gabiaji et le président du conseil régional. Invité de marque, les échanges tournent autour du développement, notamment la construction d'un château d'eau, d'un collège de proximité et d'un centre de santé dont la première pierre est même posée. Des dons aux femmes et à la chefferie marquent également la Pakinou 2017 à Gros-Bono-Dounan. Immense joie des populations de Yapu-Kwakoukro et Saint-Zénou, village de la tribu Bungé. 2 villages désormais connectés au réseau électrique national grâce au projet d'urgence de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire, précis. Une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et de la Banque mondiale. La mise sous tension a eu lieu en présence du représentant du ministre des Transports Amadou Kodé, parrain de la cérémonie. L'électrification d'autres localités, l'accès à l'eau potable, l'ouverture de voies, la réalisation d'établissements scolaires et de centres de santé sont entre autres besoins exprimés par les populations à l'endroit des élus de la région. Cette cérémonie a été l'occasion pour le sous-préfet de Bouaké, Sabassi Ismaël, de remettre l'arrêté de nomination au chef du village. On poursuit avec les journées sur le leadership et la gouvernance stratégique dans le secteur de l'énergie. Les travaux ont porté sur l'accès effectif à l'électricité sur l'ensemble du continent africain. C'est une initiative de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Les explications de Herman Niamia. Les sociétés d'électricité d'Afrique entendent renforcer leur rôle dans l'alimentation en électricité des populations sur le continent. L'un de leurs objectifs est de connecter 130 millions d'Africains à l'horizon 2025. Une volonté dont la concrétisation passe par la promotion de la gouvernance et du leadership dans le secteur de l'électricité en Afrique. Nous voulons aider les managers à ce qu'ils puissent s'asseoir 2 ou 3 jours pour réfléchir sur la manière de conduire ces sociétés pour rendre la performance attendue d'elles. Cette initiative bénéficie du soutien de la Banque africaine de développement BAD. La Banque africaine de développement apporte un soutien technique à l'ASEA, un soutien estimé à plus de 8 millions de dollars. Le gouvernement, à travers le ministère du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, s'inscrit dans la vision de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Et le gouvernement ambitionne également d'électrifier toutes les localités du pays à l'horizon 2025. Alors pour réussir donc à atteindre ces objectifs, il faut que le pays se dote d'un secteur d'électricité fort. Au thème des journées sur le leadership et la gouvernance stratégique dans le secteur de l'électricité en Afrique, diverses propositions ont été faites. Elles consistent, entre autres, à encourager les sociétés d'électricité à promouvoir un management fondé sur la bonne gouvernance et à rendre le secteur de l'électricité bancable. La pauvreté, la guerre, la corruption sont quelques mots qui minent le continent africain. Ces problèmes sont décrits dans une pièce théâtrale intitulée « Souvenirs d'Eburni ». Cette représentation est jouée par la compagnie Makakoumani et mise en scène par le dramaturge ivoirien Ouattara Yao Joachin. Découvrons-la maintenant dans ce reportage de Issa Yeo. L'Afrique a mal de ses us et coutumes. L'Afrique a également mal de son développement. La pièce Souvenir d'Eburni, jouée par la compagnie Makakoumani, est une griotique dans laquelle s'intègrent de manière méthodique et harmonieuse le verbe, le chant, la danse, la musique, le mimétisme et la gestuelle.
À travers elle, c'est toute la souffrance de l'Afrique qui est mise sur scène. L'aurore rouge, où pourront éclore dans nos cœurs les jasmins de toutes les amours. Cette Afrique défigurée et acculturée ne peut se relever qu'avec la volonté et l'ardeur au travail de ses fils et filles. Les Africains doivent comprendre que la désunion ne nous arrange pas. Il faut s'unir. Comme hier, on allait travailler dans les plantations des uns et des autres. Comme hier, on s'aidait. C'est ça qui manque. Et on a laissé tomber nos traditions. Et nos traditions avec quelque chose de fort. Et les traditions nous aidaient, voilà, à avancer. Souvenir de Burni, pièce de 52 minutes, est un condensé d'écrits de dramaturges ivoiriens bien connus comme Nyangouran Porquet et Cyprien Touré, initiateurs de la griotique, de Charles Nokan et de bien d'autres. Merci. Victoire du oui au référendum en Turquie, 51,37% des suffrages. Les populations ont voté hier à une faible majorité en faveur du renforcement des pouvoirs du président Erdogan. L'opposition de son côté conteste les résultats, dénonçant ainsi des manipulations. Mais que prévoit cette réforme constitutionnelle? On en parle avec Ami Koulibaly. Les pouvoirs présidentiels élargis. La réforme prévoit d'abord le transfert de l'essentiel du pouvoir exécutif au président, qui nommera lui-même les ministres ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents. Le poste de Premier ministre, actuellement occupé par Binali Yildirim, sera lui supprimé. Le nouveau texte constitutionnel autorisera en outre le chef de l'État à intervenir directement dans le domaine de la justice puisqu'il choisira 6 membres du Haut Conseil des juges et procureurs. Le Parlement en choisira 7. Les tribunaux militaires seront quant à eux bannis, sauf exception. Le Parlement agrandi mais affaibli. Agrandi, le Parlement verra néanmoins certaines de ses prérogatives réduites. Le nombre de députés passera de 550 à 600 avec un âge d'éligibilité abaissé de 25 à 18 ans. Ils auront toujours le pouvoir d'élaborer, d'amender ou d'abroger les lois, mais le président aura la possibilité de court-circuiter les législateurs en promulguant des décrets dans l'ensemble de sa large sphère de compétences. Les élections législatives et présidentielles seront simultanées et se dérouleront tous les 5 ans. Le Parlement pourra en revanche superviser les actions du chef de l'État et, si celui-ci est accusé ou soupçonné d'avoir commis un délit, exiger une enquête en cas de majorité des 3/5. Le recours à l'état d'urgence a facilité. Le texte facilite également la mise en place de l'état d'urgence qui sera instauré en cas de soulèvement contre la patrie ou d'actions violentes qui mettent la nation en danger de se diviser. Un cadre large qui, selon les détracteurs d'Erdogan, permettra de museler encore un peu plus l'opposition. Le président décidera d'imposer ou non l'état d'urgence avant de soumettre la question au Parlement. Celui-ci pourra alors décider de le raccourcir, de le prolonger ou d'y mettre fin. L'état d'urgence ne pourra pas être mis en place pour plus de 6 mois au départ, puis pourra être prolongé pour un maximum de 4 mois à la fois. Le potentiel rétablissement de la peine de mort. Recep Tayyip Erdogan a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'il soutenait le rétablissement de la peine capitale. Pas encore acquise, cette mesure est critiquée du côté des opposants du pouvoir ou de l'Union européenne notamment. Le Parlement turc devra se prononcer sur la question. Les compteurs potentiellement remis à zéro pour Erdogan. La réforme constitutionnelle fixe par ailleurs au 3 novembre 2019 les prochaines élections présidentielles et législatives. Le président sera élu pour un mandat de 5 ans renouvelable à une fois. Il ne sera plus obligé de rompre les liens avec son parti comme c'est le cas actuellement. Recep Tayyip Erdogan, élu président en août 2014, pourrait alors rester au pouvoir jusqu'en 2029 si le nombre maximum de mandats était réinitialisé, ce qui n'a pas encore été établi très clairement. Pour l'opposition, cette éventualité ne fait toutefois aucun doute.
Cette opération se solde par un échec total et va gâcher les relations entre les États-Unis et Cuba. Le 17 avril 1961, un millier de ressortissants cubains exilés aux États-Unis et entraînés pendant plusieurs mois par les agents américains débarquent sur les plages de la baie des Cochons. Objectif, renverser le régime de Fidel Castro. Les explications de Franck Quadio. 17 avril 1961, le débarquement dans la baie des Cochons. Eh bien, ce 17 avril, à 1h du matin, la CIA arme des exilés cubains opposés à Fidel Castro et les largue sur la côte cubaine. L'objectif est de renverser le régime. Mais ces mercenaires seront repoussés au nord de Cuba, dans la baie des Cochons. Un grand succès pour Castro, arrivé au pouvoir par les armes en 1959 et qui se présente comme un opposant farouche à l'idéologie occidentale. Kennedy, pour sa part, assume la déroute, mais n'accordera plus jamais sa confiance à la CIA, le service secret américain. Son attitude lui vaut l'assentiment des Américains, mais une certaine opinion juge l'opération de grotesque et de tragique. Ce n'est qu'en février 1998, près de 40 ans après les faits, qu'a été rendu public le rapport de la CIA sur l'opération de la baie des Cochons. Sur les 25 exemplaires du rapport, 19 seront détruits et le dernier placé dans un coffre-fort plusieurs années durant. Notons que c'est, selon certains observateurs, cette opération qui aura poussé Cuba à s'allier ouvertement à l'Union soviétique. Voilà, merci de nous avoir suivis.